Dans cette entrevue avec Bernard de Montréal, le sujet de discussion est l'identité individuelle dans le couple. On se demande si deux individus vivant ensemble peuvent préserver leur propre identité tout en maintenant un équilibre dans leur relation. Est-ce que le couple peut empêcher le développement de l'identité individuelle ou est-ce que quelqu'un qui se crée une identité n'a plus besoin de la relation de couple? Bernard de Montréal explique que le couple est une belle chose car il permet à deux individus de se complémenter. Cependant, il souligne que cela devient difficile de nos jours car les structures sociales et morales ont beaucoup changé. Les individus cherchent maintenant une identité personnelle qu'ils n'avaient pas dans le couple traditionnel. Toutefois, ils veulent aussi avoir une relation de couple car cela fait partie de l'échange entre deux personnes à différents niveaux. Pour respecter l'identité d'une personne, il faut avoir sa propre identité. Si on ne possède pas d'identité solide, il devient difficile de respecter celle de l'autre. Dans une relation de couple basée sur la conscience et la connaissance de soi, il est essentiel de comprendre que le partenaire n'est pas une défaillance de soi-même. La femme ne doit pas être une défaillance pour l'homme et vice-versa, mais plutôt les deux individus doivent se complémenter de manière créative. Il est donc important que chacun respecte l'identité de l'autre, et pour cela, il est nécessaire que les deux partenaires aient leur propre identité. Chacun a des choses à faire, à vivre et à exprimer dans sa vie, et ces choses ne peuvent pas toujours être abordées par l'autre partenaire. De plus, il est souligné que l'évolution de l'identité peut être très profonde et que les partenaires doivent être suffisamment conscients et évoluer pour le comprendre. En résumé, dans un couple, il est essentiel que chaque individu conserve son identité tout en respectant celle de l'autre. Le couple ne doit pas être une entrave au développement de l'identité individuelle, mais plutôt une occasion de se complémenter de manière créative. Dans un couple conscientisé, les individus doivent avoir une grande confiance en eux-mêmes pour pouvoir partager leur énergie avec l'autre et construire une stabilité matérielle. Cela demande une identité de plus en plus développée de la part de chaque partenaire. Il est important de reconnaître et de respecter la valeur spirituelle de l'autre, indépendamment de ce qu'il apporte matériellement. L'éducation et la formation ne déterminent pas l'intelligence, qui est liée à l'esprit, et non à l'âme. Pour former un couple équilibré, il est essentiel de respecter profondément l'intelligence de l'autre et de prendre conscience de sa valeur intégrale. Les arguments financiers, relatifs au travail ou à la disponibilité de temps, ainsi que la sexualité, ne devraient pas être des obstacles dans la reconnaissance de la valeur de l'autre. Cette reconnaissance se manifeste dans un échange mental dans un climat d'esprit. Dans cette discussion, les attributs matériels de la personnalité sont liés à l'esprit. Lorsque les personnes accordent du respect dans cette dimension de l'esprit, cela a un effet positif sur les aspects matériels et émotionnels de la relation. Cela élimine la polarité et diminue l'importance des valeurs sociales relatives. Les individus peuvent ainsi vivre leur identité, reconnaître mutuellement leur grand respect et former un couple. Le respect mutuel et l'échange créatif sont essentiels pour amener ces valeurs relatives à un niveau plus généreux et attrayant pour les deux partenaires. En ce qui concerne la prise de décision dans un couple, il est important d'inclure l'autre personne, même si elle n'a pas les mêmes capacités de prise de conscience. Cependant, il peut y avoir des domaines où l'un des partenaires a une expertise plus grande, mais cela ne doit pas diminuer l'autre personne ni son esprit. Il est courant dans les couples de lutter pour une supériorité de jugement, mais cela vient de l'astral de la personnalité et diminue la présence et l'esprit de l'autre. L'esprit n'est pas seulement l'intellect, mais quelque chose de subtil, vif, intelligent et fluide. Dans cette conversation, les interlocuteurs discutent du processus décisionnel dans un couple. Ils s'accordent sur le fait qu'une décision ne nécessite pas forcément une grande réflexion philosophique ou sociologique, mais qu'elle peut être claire et évidente. Ils soulignent l'importance de l'intuition et de la sensibilité de chaque individu dans la prise de décision. Ils mettent en garde contre le danger de la hiérarchisation des compétences, soulignant que chaque personne a une intelligence créatrice unique à prendre en considération. Ils expliquent que la compétence tangible peut parfois déséquilibrer la relation, mais que cela ne devrait pas créer une supériorité. Ils soulignent la valeur égale que chaque partenaire doit reconnaître chez l'autre. Pour construire un couple harmonieux, ils concluent en encourageant à partir sur de bonnes bases dès le début d'une relation pour échapper aux modalités de la personnalité et favoriser une vie commune épanouissante. Dans cet extrait d'une conversation, il est souligné l'importance de considérer l'homme et la femme comme égaux dans une relation de couple. Ne pas reconnaître cette égalité peut mener à des problèmes et créer un déséquilibre dans la relation. L'intelligence académique ne devrait pas
Prévaloir sur l'intelligence intuitive et le respect mutuel est essentiel. Il est également abordé le fait que chacun des partenaires peut vivre des expériences initiatiques dans sa vie, et il est question de savoir jusqu'où l'autre doit aller pour soutenir cette expérience même si cela peut avoir un impact sur le couple. Selon l'intervenant, il est fondamental de supporter l'autre jusqu'à un certain point, mais il y a un moment où il faut dire stop si cela devient trop difficile à gérer. Le ras-le-bol est évoqué comme le point où l'on ne peut plus supporter une situation, et il est mentionné que prendre une décision à ce moment-là est essentiel. La difficulté réside dans le fait que les émotions peuvent empêcher de prendre des décisions rationnelles, en particulier pour les femmes qui sont souvent piégées par leurs émotions. Cependant, une femme qui parvient à ne plus se laisser piéger par ses émotions est considérée comme précieuse. Dans cet extrait, le conférencier explique que la femme peut devenir un grand allié pour l'homme dans son développement spirituel. Il affirme que la femme est moins impliquée dans l'orgueil mental et moins en contact avec les plans occultes. Il souligne que tant que l'homme n'est pas dompté et ne connaît pas toutes les lois, il a besoin de sa femme pour le guider et l'aider à voir à travers ses illusions. Toutefois, il précise que pour que la femme puisse jouer ce rôle, elle doit reprendre sa place dans son esprit et développer sa force, en cessant de laisser ses émotions influencer son mental. Il souligne que si la femme atteint ce stade, elle peut devenir ras-le-bol et faire prendre conscience à l'homme de la nécessité de changer. Il explique que la femme est moins égocentrique que l'homme et que l'homme ressent de l'ego lorsqu'il est contrarié, tandis que la femme ressent de la peine. Il indique que lorsque la femme atteint une certaine conscience, l'homme réalise la grandeur de l'esprit féminin et met de côté ses ambitions personnelles pour être égal à elle. Il conclut en disant que c'est dans l'action que l'homme et la femme se reconnaissent mutuellement et se découvrent au-delà de leur personnalité, mais que cela nécessite des expériences initiatiques provoquées par l'homme. Enfin, il mentionne que la façon dont la femme se développe dans la vie dépend automatiquement de l'homme. Dans cette discussion, Benoît de Montignac, Boulevard M, explique que les blessures et les cicatrices vécues dans une relation de couple sont souvent causées par l'homme. Il explique que l'homme a plus de pouvoir et de contrôle dans la relation en raison de sa situation économique, ce qui lui donne plus de possibilités de blesser sa partenaire. Cependant, il souligne que les blessures peuvent également renforcer la femme si elle est intelligente et en fait une occasion de croissance personnelle. De plus, BDM affirme que la femme doit trouver son identité non seulement dans sa relation avec l'homme, mais aussi dans sa propre dynamique personnelle, que ce soit dans le travail ou la créativité. Il soutient également que le mouvement féministe n'a pas changé la condition de la femme, mais a seulement changé son attitude. Selon lui, la femme doit changer son état émotionnel et mental par rapport au couple et au travail pour trouver son identité. Enfin, BDM explique que le travail est le karma de l'homme, tandis que l'amour est le karma de la femme. Il affirme que l'homme souffre dans son travail tandis que la femme souffre dans l'amour, bien qu'il reconnaisse qu'il y a un certain chevauchement entre les deux. En conclusion, il souligne que pour trouver leur identité, les hommes doivent réaliser leur karma dans le travail et les femmes doivent réaliser leur karma dans l'intimité et l'affectif du couple. La femme est souvent consciente du stress que vit l'homme dans sa vie professionnelle, et elle suit de près ce qui se passe au travail. La femme peut apporter un soutien psychique à son partenaire en étant présente, en posant des questions et en montrant de l'intérêt pour son travail. Cela peut la relaxer et la rendre plus heureuse lorsque les choses vont bien pour lui au bureau. Cependant, il est important que la femme trouve sa propre identité et ne se compare pas aux autres femmes ou à l'homme. Si elle se sent épanouie en s'occupant de sa maison, de ses enfants et en ayant des activités qui lui plaisent, elle peut ne pas ressentir le besoin de travailler à l'extérieur. Le travail qu'elle accomplit à la maison et son implication dans la vie de famille sont bien réels et valorisants. Il est également souligné que la femme s'occupe souvent de nombreuses tâches ménagères, ce qui peut être difficile pour un homme. Dans cet extrait, l'invité, Boulevard M, et l'animateur, DM, discutent de l'importance de la présence dans un couple. BDM explique que la présence est une communication ininterrompue entre deux esprits qui se reconnaissent mutuellement, que le couple est la présence de deux personnes sans dilution de leur personnalité. Il souligne également que former un couple pour des raisons matérielles ou extérieures n'est pas approprié, mais que l'on forme un couple pour être en présence l'un de l'autre. La présence apporte de la nourriture à l'esprit et rend les deux êtres intéressants l'un pour l'autre, peu importe leur formation ou leur personnalité académique. L'esprit est défini comme une intelligence qui n'est pas influencée par l'ego. La conséquence d'une telle présence dans le couple se manifeste par la création d'une famille complète,
où chaque membre peut s'épanouir et où des relations équilibrées peuvent également se former avec d'autres familles. En résumé, le couple et la famille équilibrée sont fondés sur la présence mutuelle et la communication ininterrompue entre les individus. Dans cette conversation, BDM explique que dans les nouvelles relations basées sur la présence, les familles reconnaissent l'importance d'être ensemble en tant qu'entité et ne cherchent pas à se comparer. Les hommes d'une famille sont sur la même longueur d'onde et deviennent comme des frères, tandis que les femmes deviennent comme des sœurs entre familles. Cette amitié va au-delà des anciennes relations de couple où il y avait toujours une attente de réciprocité. Dans les relations basées sur la présence, il n'y a pas d'attente de retour, mais si l'on demande quelque chose, on espère que l'autre ne refusera pas. Concernant les questions de survie financière et de vieillissement, BDM affirme qu'elles ne se posent plus pour des individus vivant dans la présence. L'esprit gère tout et il est difficile d'expliquer en public ce qu'est l'esprit, mais il y a une compréhension que l'univers est peuplé de civilisations évoluées. L'auteur explique que la source de la conscience mentale de l'homme, appelée esprit, est souvent méconnue de lui-même. Il compare cette situation à celle d'un Africain qui découvre la radio et pense qu'elle parle, car il n'a jamais vu cela auparavant. Il explique que l'homme est souvent pris dans le cercle vicieux de la pensée réflexive qui le maintient dans la personnalité et l'empêche de réaliser l'esprit chez les autres. Cependant, s'il parvient à réaliser l'esprit, les problèmes de personnalité dans le couple disparaîtront. Il souligne que la présence est essentielle pour maintenir le couple uni face à toutes les difficultés, et que cela nécessite une communication incessante entre les partenaires. Si l'un des partenaires a des problèmes de dialogue ou d'échange, cela reflète un problème de personnalité. Il explique que dans un couple intégral, l'autre ne peut pas dire non, car cela insulterait son intelligence et empêcherait l'émergence de nouvelles créations. Ainsi, il encourage la disponibilité totale de l'autre dans le couple. Dans cette discussion, l'orateur exprime son point de vue sur la négociation. Il estime qu'elle est souvent utilisée comme un moyen de dire non déguisé, avec peu de générosité et de créativité. Il exprime son désir de passer de la négociation à un échange créatif où chacun peut exprimer son point de vue et contribuer à une solution bénéfique pour tous. Selon lui, la négociation est une conséquence de l'inconscience de l'humanité, mais il souhaite que les gens puissent évoluer vers une pensée plus créatrice et empathique. Il critique aussi la mentalité matérialiste qui guide souvent les négociations, où chacun veut conserver son avantage sans réellement rechercher des solutions créatives. R déclare qu'il ne négocie pas lui-même, mais privilégie l'échange créatif. Finalement, il mentionne l'exemple de l'échec de la négociation dans l'affaire du lac Meech, soulignant les limites de cette approche. Dans cet extrait, l'auteur exprime son opinion sur les négociations politiques au sujet de la scission de certaines régions. Il affirme que ces négociations n'ont pas abouti car deux êtres qui ont une présence mutuelle ne peuvent pas être séparés. Il utilise l'exemple de l'Église, qui dit que ce que Dieu lie, les hommes ne peuvent pas le délier. Selon lui, l'esprit lie deux personnes dans un couple de manière si profonde qu'il est impossible de les séparer. Cependant, il souligne que pour avoir accès à cet esprit, il faut avoir une force intérieure. Il conclut en disant que lorsque les individus développent cette force intérieure, leur couple sera de plus en plus spirituel et il y aura un renouvellement matériel du couple.